Aujourd'hui, je vais vous parler des grands barrages hydroélectriques dans le monde. Actuellement, ils sont à peu près au nombre de 40 000, mais du fait de la forte augmentation de la demande en énergie, ce nombre va augmenter car c'est l'un des principaux modes de production d'électricité. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours débat autour de leur impact environnemental. Donc aujourd'hui, on va prendre deux cas de figure concrets, l'un en Afrique de l'Ouest et l'autre au Moyen-Orient. Aujourd'hui, les principales sources de production d'électricité dans le monde sont d'abord le charbon, qui permet de produire 40% de l'électricité mondiale, ensuite le gaz naturel, l'énergie hydraulique, le nucléaire et le pétrole. Les 2 tiers de l'électricité produite dans le monde sont donc issus des énergies fossiles, ce qui engendre, on le sait, d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Du côté du nucléaire, les accidents de Tchernobyl ou plus récemment de Fukushima montrent bien certaines des limites de ce moyen de production. Ce qui fait que l'énergie hydraulique apparaît aujourd'hui comme la première source de production d'électricité d'origine renouvelable, loin devant l'éolien, la biomasse, la géothermie et le solaire. Les barrages hydroélectriques répondent ainsi à des besoins essentiels, mais en même temps, on le sait, ils ont des impacts négatifs sur les écosystèmes et souvent sur les populations. Donc nous allons étudier deux cas de figure précis, l'un en Turquie, l'autre au Niger. Commençons par la Turquie. Dans l'est du pays, le projet du barrage d'Ilisu sur le Tigre est à la fois très important et très controversé. Sa mise en service est prévue pour 2016. Avec plus de 10 milliards de mètres cubes de retenue, ce sera le deuxième plus grand barrage du pays, après le barrage Atatürk sur l'Euphrate. Il sera couplé à une centrale hydroélectrique qui deviendra la quatrième plus grande centrale du pays, après celle qui se trouve en aval des barrages Atatürk, de Karakaya et de Keban. Cette centrale, dont le coût de construction s'élève à plus d'1 milliard d'euros, fournira 2% de la production turque d'électricité. Le barrage d'Ilisu est présenté comme l'une des pièces maîtresses du projet GAP. Le GAP, c'est le projet du sud-est anatolien. Regardez cette carte de l'est de la Turquie. On y voit les 10 barrages déjà construits dans le cadre du GAP, auquel s'ajoute celui d'Ilisu ainsi que 11 autres projets. Ces 22 ouvrages doivent contribuer à développer l'est du pays, notamment la zone kurde. La Turquie cherche à diversifier sa production d'énergie, car aujourd'hui, ses besoins sont couverts par des énergies fossiles importées, ce qui implique un très fort taux de dépendance. 92% pour le pétrole, principalement en provenance d'Iran, 98% pour le gaz naturel, principalement en provenance de Russie. La Turquie fait partie des Emerging Seven, c'est-à-dire des 7 économies émergentes dont le PIB cumulé devrait dépasser celui du G7 d'ici 2020. C'est donc pour soutenir l'augmentation de sa demande en énergie que la Turquie se tourne vers son énorme potentiel hydraulique. Car je vous le rappelle, la Turquie, c'est le château d'eau du Moyen-Orient. Changeons d'échelle. Le Tigre, sur lequel le barrage d'Ilisu se construit, prend sa source dans les monts Taurus. Il longe la frontière turco-syrienne, traverse l'Irak, où il rejoint l'Euphrate, avant de se jeter dans le golfe arabo-persique. Le barrage d'Ilisu pourrait amputer le débit du Tigre de 25% à son entrée en Irak et ainsi assécher une partie des marais mésopotamiens dans le sud du pays. Cette région est déjà frappée par la sécheresse depuis plusieurs années, d'autant plus que d'autres barrages sont prévus sur le Tigre, comme celui de Cizre, à la frontière turco-irakienne. Bagdad et Damas accusent Ankara de vouloir s'approprier les eaux du Tigre et de l'Euphrate, et au printemps 2012, pour la première fois, 9 cheikhs représentant des tribus arabes des marais mésopotamiens sont venus en Turquie pour protester contre la construction du barrage. Ils ont signé la déclaration du Tigre et demandé aux Nations Unies de porter cette question à son agenda. Car pour eux, les conséquences du barrage sur les zones géographiques situées en aval n'auraient pas été prises en compte. Et puis il y a aussi contestation en Turquie. Le barrage d'Ilisu va créer un lac artificiel d'environ 350 km², ce qui pourrait entraîner le déplacement de quelques 55 000 personnes, et en majorité des Kurdes.
le projet menace aussi la ville historique de Hasenkeyf, située à 80 km du barrage. Le site qui recevait 2 millions de touristes par an sera en effet totalement englouti. En Turquie, la mobilisation citoyenne est donc très forte, rassemblant les populations locales, le mouvement national kurde et plusieurs ONG. À l'échelle internationale, la campagne Stop Illisu dénonce, je cite, un massacre naturel et culturel. En 2008, la Banque mondiale a publié un rapport estimant que le barrage présentait de nombreuses conséquences négatives, et c'est pourquoi plusieurs financeurs européens se sont retirés, notamment la Société Générale en France ou DK Bank en Allemagne. Mais pour les autorités turques, pas question de revoir la politique de construction de barrages, car elle est jugée cruciale pour assurer l'indépendance énergétique de ce pays qui est en plein boom économique. Le Premier ministre Erdogan veut achever l'ouvrage au plus vite. Le gouvernement a donc décidé de prendre entièrement en charge le financement des travaux. Les autorités turques ont dépassé les contraintes financières, ont rejeté les standards environnementaux et sociaux de la Banque mondiale. Elles agissent à l'encontre d'une partie de l'opinion publique, car ce barrage est érigé au rang de projet pour la sécurité nationale. Bien, quittons maintenant la Turquie pour aller en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Niger, où nous allons maintenant étudier un autre projet de barrage. Celui-là, au contraire, est plutôt perçu comme un objet de fierté et de souveraineté nationale. Il s'agit du barrage de Kandaji, sur le fleuve Niger, à environ 200 km en amont de Niamey, la capitale du Niger. Sa mise en service est prévue pour 2016. Les premières études remontent aux années 30. Ce sera le premier barrage hydroélectrique du pays. Avec plus d'1,5 milliard de mètres cubes de retenue, il est 7 fois plus petit que le barrage turc d'Ilisu. Il sera lui aussi couplé à une centrale hydroélectrique et son coût total est estimé entre 450 et 500 millions d'euros. Alors pourquoi un tel investissement dans ce pays? Niamey d'abord veut accroître sa production électrique afin de réduire la dépendance énergétique du pays vis-à-vis du Nigeria, qui lui fournit 90% de ses besoins en électricité. Mais aussi parce que depuis les années 70, le débit moyen du Niger a baissé de près de 30% du fait de sécheresses récurrentes, ce qui a créé des problèmes pour l'accès à l'eau et le développement agricole du pays. En régulant le débit du Niger, le barrage de Kandaji va donc permettre de mettre en valeur 122 000 hectares de terre, ce qui pourrait pallier aux crises alimentaires récurrentes dans le pays. Et puis le barrage permettra l'accès à l'eau potable pour une partie importante des populations rurales. Mais du point de vue des ONG opposées au projet, le barrage menace en fait la faune locale, c'est-à-dire les hippopotames et les lamantins, qui sont les deux espèces les plus présentes dans ce secteur, et menace aussi, bien sûr, les populations locales. Regardez cette image satellite. Voici où se trouve le projet de barrage, et maintenant voici l'empreinte du futur lac de retenue. Le lac va entraîner le déplacement des populations qui vivent là, soit près de 35 000 personnes. Aussi, le Haut-Commissariat à l'aménagement de la vallée du Niger a prévu de réinstaller ces populations. Il y a aussi un volet environnemental pour ce programme. L'écoulement minimal du Niger est garanti à 120 mètres cubes par seconde, et cela aura pour effet de réguler le niveau du fleuve pendant la saison sèche et d'atténuer la dégradation de son écosystème. Donc, volet social, préoccupation environnementale, voilà pourquoi le projet est finalement assez peu contesté localement et il n'existe pas vraiment de groupe d'opposition organisé. Début 2013, la Banque mondiale a octroyé un nouveau prêt de 150 millions d'euros au Niger pour la construction de la centrale hydroélectrique. Le projet du barrage de Kandaji est donc considéré comme un programme majeur pour le Niger, mais d'ailleurs pas seulement pour le Niger. Changeons d'échelle pour comprendre. La centrale hydroélectrique de Kandaji pourrait permettre au pays d'exporter de l'électricité, notamment vers les pays voisins, membres du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. C'est une institution spécialisée de la CEDEAO dont le but est de résoudre le déficit en électricité en Afrique de l'Ouest. Donc, coopération régionale, nationale, locale. Le barrage de Kandaji est un très bon exemple de développement dans une région où les bassins fluviaux ne sont en fait pas très exploités.
Alors que peut-on retenir de tout cela? Eh bien, dans ces pays en développement, le stockage de l'eau est évidemment tout à fait vital et ces réservoirs sont une garantie d'approvisionnement pendant les périodes d'aridité et de sécheresse pour l'irrigation, la production d'électricité, l'usage domestique et aussi la régulation du niveau et du débit des fleuves. Mais la question reste posée, est-ce que l'hydroélectricité est véritablement une énergie propre? D'abord, pendant la construction des barrages, le bilan carbone est élevé, et ensuite il y a activité bactériologique dans ces réservoirs. Du fait de la décomposition de la végétation, ils émettent 3 gaz à effet de serre importants, le protoxyde d'azote, le méthane et le dioxyde de carbone. Alors on le voit avec ces deux exemples, au Niger et en Turquie, ce n'est pas simple de concilier les impératifs de développement avec les règles liées à l'environnement et aux droits des peuples. Si cela vous intéresse de suivre la contestation internationale contre ce projet de barrage en Turquie, vous pouvez aller sur le site stopilissou.com. Vous pouvez lire également l'année stratégique 2013 aux éditions Armand Collin sur les enjeux internationaux. Je voulais vous rappeler aussi que vous pouvez consulter toutes les archives du Dessous des cartes sur notre site internet. Et puis nous avons aussi une page Facebook sur laquelle vous pouvez suivre l'actualité de l'émission.